Février 1837, Howard Wyse, riche colonel britannique, fouille les entrailles de la grande pyramide de Gizeh à coups d'explosifs. Bring me the ladder. Let's see what we have. Pour limiter les risques d'effondrement inhérents à son entreprise dangereuse, Howard Wyse s'est attaché les services d'un ingénieur, John Shea Perring. Bring me more gunpowder. We need another charge. Nous sommes devant la grande pyramide de Gizeh, érigée il y a 4000 ans. La dernière des 7 merveilles du monde antique, encore debout. C'est ici qu'Howard Wyse va bâtir sa légende. Alors lui, contrairement aux autres chasseurs de trésors, il ne cherche pas l'argent. Non, lui, il en a plein. Ce qui l'intéresse, lui, c'est autre chose. Ce colonel, qui n'a jamais brillé sur un champ de bataille, compte le faire ici, à Gizeh, et y trouver ce qu'il désire vraiment, à savoir la gloire. Howard Wyse est un homme pressé. Et oui, il attend à Londres un grand domaine, un poste d'écuyer de l'oncle du roi, 8 enfants et une femme, le tout dans cet ordre-là. Il ne peut pas, ne veut pas s'éterniser ici. La gloire en Égypte, c'est maintenant et tout de suite. Oui, mais voilà, un an s'est écoulé depuis son arrivée et il n'a quasiment rien trouvé. Alors furieux, il passe à l'archéologie à la hussarde, l'Égypte à la dynamite. Let's go. Howard Wyse en est sûr, la grande pyramide recèle des trésors cachés qui n'attendent que lui. Chris Naunton, égyptologue, nous entraîne sur les pas de l'expédition explosive d'Howard Wyse. Nous sommes dans la chambre funéraire de la pyramide de Khéops, et là se trouve le sarcophage où le roi aurait reposé. Mais comme aucune momie, aucun trésor n'a été découvert ici, Howard Wyse a pensé qu'il pouvait s'agir d'un leurre. Alors il s'est mis en tête d'essayer de trouver la véritable chambre funéraire. Suivez-moi. Howard Wyse en est persuadé. Si cette pièce existe, il pourra y accéder par la grande galerie, un long couloir au cœur du monument. Tout au bout de la grande galerie, en haut de ce mur, une seule ouverture mène à une chambre, située au-dessus de la chambre funéraire dans laquelle nous étions. Cette pièce a été découverte avant Howard Wyse. Et il s'est dit que s'il y avait une salle au-dessus de la chambre funéraire, il y en avait peut-être d'autres. The reed. There must be a cavity above. I knew it. We need more gunpowder. Harry! Pendant un mois, prenant tous les risques et sans le moindre scrupule, Howard Wyse s'acharne sur le plafond massif. More. More.
Et enfin, le 28 mars 1837, It's empty. There must be more. Il se dit que s'il y a 2 chambres au-dessus de la chambre funéraire, il en existe peut-être d'autres encore, et il a raison. Il en trouve une 3e, puis une 4e, puis une 5e. De belles découvertes. Mais elles sont toutes vides. Et il n'a toujours pas trouvé de trésor. Ces espaces sont ce que nous appelons des chambres de décharge. Elles sont partie prenante de l'architecture de la pyramide. Comme une énorme masse de pierre fait pression sur la chambre funéraire, ces salles de décharge aident à répartir ce poids considérable, afin que la chambre funéraire ne risque pas de s'effondrer. bien que vide, la 5e chambre réserve toutefois une surprise à Howard Wise. Come. Look at this. Hieroglyphs. Incapables de lire les hiéroglyphes, les 2 hommes les recopient soigneusement. I wonder what this means. Lorsqu'il finit par obtenir la traduction des hiéroglyphes, Wise découvre qu'il signifie « l'équipe des amis de Khufu ». Il s'agit certainement d'une inscription faite par des ouvriers chargés de la construction de cette partie de la pyramide. C'est probablement le nom qu'il s'était donné. Khufu est le roi que les Grecs appelèrent plus tard Khéops. Il s'agit donc d'un texte clé, puisqu'il permet d'attester de l'âge de la pyramide et du nom de son bâtisseur. Howard Wise est un personnage controversé, et c'est un euphémisme. Ses méthodes de fouille, on l'a vu, pour le moins explosives, sa façon de traiter ses collaborateurs, voire de s'attribuer leurs mérites, agace. Et là, c'est une litote. Aussi, quand il trouve des hiéroglyphes, eh bien, certains se demandent s'il ne les aurait pas carrément dessinés et coloriés lui-même. Une hypothèse aujourd'hui démentie, mais qui, à l'époque, jette le trouble et le doute sur sa découverte. Et ça le vexe, ça l'humilie. Du coup, Howard est surmotivé pour aller plus loin, plus haut et plus fort. Il faut un trésor. Et dans cette quête, eh bien, sa meilleure chance, elle est juste derrière moi. C'est cette pyramide, la plus petite, celle de Mykérinos, la 3e du plateau de Gizeh. Pourquoi elle ? Parce que personne n'en a découvert l'entrée. Et qui dit pyramide fermée, dit peut-être trésor déniché, gloire à récolter. Et puis surtout, c'est son dernier espoir. Il est en Égypte depuis 1 an et demi, et s'il doit repartir, pas question que ça soit les poches vides. Alors il étudie minutieusement le bâtiment, fait un premier essai, le rate, continue, insiste, persévère, et finalement, bingo ! Le 1er août 1837, Wise et Perring, les acharnés de la poudre à canon, entrent dans la pyramide de Mykérinos. Wise utilise des explosifs pour se frayer un chemin.
ce qui l'amène d'abord dans cette entrée, puis dans cette chambre. Cette salle est particulière parce qu'elle est décorée avec ces niches qui imitent la façade d'un palais égyptien. Ce sont les seules décorations de toutes les pyramides du plateau de Gizeh, et pourtant, Wise n'en parle pas. Peut-être est-ce parce que la pièce n'était pas éclairée comme aujourd'hui. Mais je soupçonne que c'est plutôt dû au fait qu'il était obsédé par ce qu'il espérait bien trouver ensuite. Howard Wise a raison de persévérer. Des trésors l'attendent. Dans une première salle, il découvre une momie partielle et un cercueil au nom de Mykérinos, le bâtisseur de la pyramide. Et ce n'est qu'un début. Look at this beauty. Wise arrive enfin ici, dans la chambre funéraire. Et c'est là qu'il fait une autre découverte sensationnelle. Un magnifique sarcophage bleu-noir en basalte poli. Il est vide, mais peu importe, il se suffit à lui-même. Howard Wise tient enfin ses trésors. Et c'est alors qu'il enfreint les règles. Il sait qu'il est censé déclarer aux autorités toutes les antiquités qu'il trouve. Il sait aussi que quelques années plus tôt, Mehemet Ali a promulgué un décret stipulant que les antiquités découvertes doivent rester en Égypte. Sauf que ce n'est pas ce que Wise désire. Lui veut emporter ses trésors. Alors tout simplement, il ne signale pas ses trouvailles. Son plan est simple. Il va discrètement partir pour Londres avec la momie et le cercueil, et Perring lui enverra le sarcophage dès qu'il sera sorti de la pyramide. Le sarcophage était grand, très lourd, et certaines parties de la pyramide avaient été construites après sa mise en place. Perring doit donc démolir des encadrements de portes pour le sortir. Et ce n'est qu'un an plus tard, en septembre 1838, que le sarcophage entreprend son voyage vers Londres. Mais un désastre survient. Le navire qui l'emporte coule au large des côtes espagnoles et le sarcophage est définitivement perdu. Pire encore pour la réputation de Wise. Des années après sa mort, des analyses au radiocarbone ont montré que la momie et le cercueil étaient bien trop récents pour être ceux de Mykérinos. Donc, au final, l'héritage de Wise se résume à une momie incomplète, un cercueil mal conservé, sans aucun lien avec l'époque de la pyramide, et un sarcophage perdu. Seul nous reste le dessin de Perring, un joli dessin certes, mais c'est une maigre consolation. Cette expédition s'achève donc sur un échec pour le pro de la poudre à canon. Heureusement, les premiers égyptologues n'utilisent pas tous des moyens aussi explosifs. Et puis certains prennent quand même conscience des dégâts qu'occasionne la dynamite, qui, je sais, n'a pas encore été inventée. C'est une manière de parler. Des dégâts donc sur les monuments. Et avec le recul, c'est quand même difficile de s'en étonner. Bon, ils sont pas nombreux, les adeptes de la préservation du patrimoine. Mais bon, c'est un début qui promet, comme on dit. Et parmi ces archéologues distingués, un Français, Émile Pries d'Avennes.
Au Louvre, Hélène Guichard, directrice du département des antiquités égyptiennes, veille sur des objets sauvés par Émile Prisdaven. Donc là, nous avons un relief, un bas-relief en grès qui provient du temple de Karnak. Et si ce relief est intéressant, c'est qu'il a été récupéré par Prisdaven. Prisdaven, à l'origine, c'est un ingénieur. Et il arrive en Égypte, il obtient un poste pour conseiller le vice-roi d'Égypte, Méhémet Ali. C'est un proche du pacha, puisqu'il va même être le précepteur de ses petits-enfants. Et petit à petit, Prisdaven s'installe en Égypte, apprend l'arabe, prend vraiment toute la mesure des coutumes et des mœurs égyptiennes, s'en imprègne et il vit comme un Égyptien parmi les Égyptiens. Et il finit par se passionner pour la civilisation égyptienne ancienne. Et Prisdaven est totalement atterré de voir, comme Champollion juste avant lui, à quel point l'Égypte est en train de négliger son patrimoine. Les temples égyptiens servent de carrière de matières premières pour des constructions modernes. Les bas-reliefs les plus fins en calcaire blanc passent dans les fours des chaux-fourniers pour faire de la chaux. Donc le patrimoine égyptien antique, petit à petit, est en train de se détruire. Et Prisdaven ne supporte pas ça. Alors il prélève les objets quand il n'a plus le temps de faire autrement pour empêcher leur destruction. Mais cela reste exceptionnel. Alors que les locaux détruisent les temples pour construire, que les Européens emportent les antiquités afin de remplir leurs musées, Pris, lui, dessine. Comme c'est un excellent dessinateur, il parcourt les temples, il fait des calques, il fait des relevés, il veut garder des traces de ce qu'il sait être condamné. Dans ses dessins, il reproduit tout ce qu'il observe, détaillant le moindre hiéroglyphe. Perfectionniste à l'extrême, il veut laisser un témoignage le plus juste et le plus précis possible. Pris, c'est véritablement un dessinateur hors pair, qui sait aussi bien représenter des gens que des monuments. Ces dessins sont tellement précis qu'on a l'impression d'avoir des photographies instantanées qui ont été véritablement prises sur le vif. Prisdaven sillonne l'Égypte avec sa mallette à peinture. Un objet conservé à la Bibliothèque nationale de France. C'est particulièrement émouvant pour moi d'avoir cette mallette à côté de moi, puisque c'est la mallette de Prisdaven qui lui a servi pour réaliser tous ses dessins. On retrouve à l'intérieur toute une série d'instruments de mesure, mais également ses ustensiles pour l'aquarelle. On retrouve d'ailleurs ses peints de couleurs. On a également fait intéressant toute une série de cachets. Ici, un cachet avec ses initiales, PA, Prisdaven, et également un mini cachet en plomb où il avait fait traduire son nom en arabe. Donc, si je résume, le gars dessine comme Léonard de Vinci, maîtrise l'arabe comme un local de l'étape, et histoire de s'amuser un peu, de pimenter le truc, quoi, il apprend à lire tout seul les hiéroglyphes, juste comme ça, en feuilletant la grammaire de Champollion. C'est agaçant, hein. Ah oui, c'est un surdoué. Hein. Et en plus, c'est le genre de gars qui ne fait rien à moitié. Parce que Émile Prisdaven, c'est un homme entier, qui se fixe des codes de conduite qu'il respecte scrupuleusement. Oui, mais voilà. L'arrivée prochaine en Égypte d'un autre homme venu de Prusse, un royaume qui comprenait l'Allemagne actuelle, va le pousser à tout remettre en question. Karl Richard Lepsius est né 20 ans, jour pour jour, après Jean-François Champollion.
À la mort du Français, personne n'était capable de poursuivre son travail. Mais 10 ans plus tard, Carl Richard Lepsius reprend le flambeau. Champollion déchiffrait les hiéroglyphes, Lepsius, lui, les lit. Il les maîtrise comme une langue vivante. Le travail précis et rigoureux de Richard Lepsius conduit le roi de Prusse à lui confier la direction d'une expédition en Égypte. Alors, en septembre 1842, le savant, âgé de 32 ans, arrive à Alexandrie. Et comme tous les Européens avides de piller, de fouiller le pays des pharaons, il se rend à peine débarqué au palais de Mehemet Ali afin de s'assurer les faveurs et les passe-droits du pacha. Et Richard Lepsius n'arrive pas les mains vides. Votre Altesse. Une lettre du roi de Prusse. تفضلوا مرحبا. L'expédition de Richard Lepsius était la plus ambitieuse et la plus coûteuse depuis celle de Napoléon. Le roi de Prusse avait débloqué un budget considérable pour 2 raisons. La première, c'était un passionné d'égyptologie. La seconde, encore plus importante, il souhaitait créer une collection d'antiquités capable de rivaliser avec les autres musées européens. Lepsius, le grand égyptologue, avait donc l'autorisation de se rendre en Égypte pour y copier tous les hiéroglyphes et reproduire toutes les décorations de tombes qu'il voulait, à condition de ramener un maximum d'antiquités remarquables en Prusse. Mais, mauvaise nouvelle pour Lepsius, depuis 7 ans déjà, Mehemet Ali interdit que les antiquités sortent d'Égypte. Si le pacha ne fait pas une exception, l'expédition de Lepsius s'arrêtera avant même d'avoir commencé. J'en suis ravi. Richard Lepsius a gagné. Berlin aura son musée. شكرا. Richard Lepsius décide de commencer ses fouilles ici, sur le site le plus emblématique de tous. En étudiant la structure des pyramides, Richard Lepsius fait l'hypothèse que la taille de chacune est proportionnelle au temps de règne du pharaon qu'il a fait construire. Petit règne, petite pyramide, grand règne, grande pyramide. Une théorie fumeuse et finalement totalement fausse. Mais en revanche, rapidement, il concentre son attention sur les tombes qui jouxtent ces monuments. Et là, pour le coup, ça part bien. Nous sommes ici au milieu de la nécropole de Gizeh, qui est le cimetière non pas des rois et des reines qui ont bâti les pyramides, mais de la cour royale, c'est-à-dire des dignitaires qui entouraient le pharaon et géraient le pays en son nom. Richard Lepsius n'attend pas grand-chose de Gizeh, ni des tombes autour. Parce que Champollion et les premiers explorateurs n'ont pas eu l'air de beaucoup s'y intéresser. Alors quand Lepsius arrive, il est stupéfait de constater l'abondance d'informations, en particulier les nombreuses inscriptions et gravures qui racontent la vie de ces gens.
Dès le début de son expédition, Richard Lepsius est enthousiaste. Les nombreuses inscriptions énumèrent la famille souvent très étendue du défunt, ainsi que toutes ses fonctions et ses titres, de sorte que je pourrais presque écrire un annuaire de toute la cour à l'époque des rois Khéops ou Khéphren. À Gizeh, Lepsius identifie et cartographie 130 tombes. Et il numérote toutes les tombes, toutes les pyramides, avec des chiffres dont on se sert encore aujourd'hui pour identifier ces monuments. Avant Richard Lepsius, beaucoup d'égyptologues ne documentaient pas la provenance de leurs objets. On possède donc dans les musées de nombreuses pièces d'origine inconnue. L'équipe prussienne, composée de dessinateurs, de peintres, de sculpteurs, note soigneusement les dates et les lieux des trouvailles. Ils travaillent en pensant au futur musée de Berlin. Et ça change tout. Au fil des découvertes, les jours passent et Lepsius, qui pensait ne rester que 2 semaines ici à Gizeh, eh bien, il est encore en décembre 1842, déjà 4 mois donc, et qui s'ajoute à une expédition censée durer 2 ans. Et ça va grimper ainsi de façon exponentielle. Alors, au regard de ce bivouac amené à s'éterniser, le Prussien décide de rendre son séjour et celui de ses compagnons le plus joyeux possible. Écoutez plutôt, le soir de la veillée de Noël, il fait allumer un feu, que dis-je un feu, un brasier au sommet de la pyramide de Khéops, la transformant en véritable pyramide de Noël. Wunderbar! Le lendemain, Lepsius se glisse dans la chambre funéraire du roi Khéops. Et là, il invente le palmier de Noël. Fervent catholique, il tient à respecter cette fête, mais ce n'est pas sa seule motivation. Il explique. C'est utile pour notre groupe que les travaux fastidieux soient soulagés non seulement par un jour férié le dimanche, mais aussi souvent que l'occasion se présente par des festivités joyeuses. Et même quand il s'agit de laisser une trace de son passage, il trouve le moyen de s'amuser. Normalement, il est formellement interdit d'escalader les immenses blocs de la pyramide de Khéops. Mais, exceptionnellement, nous avons eu le droit d'y monter afin d'observer un des secrets les mieux gardés de ce site. C'est un immense privilège d'être ici. Nous sommes montés de quelques rangs de pierre sur la face nord de la Grande Pyramide et nous sommes déjà hauts. C'est l'entrée historique, mais son accès est interdit. Et si nous sommes ici, c'est pour voir une inscription très particulière. En janvier 1843, avant le départ de son expédition, Lepsius ne résiste pas à l'envie de graver une inscription hiéroglyphique sur cette pierre. Reprenant le style d'un écrit égyptien, il crée son propre texte qui loue son expédition et surtout son roi. Ainsi parlent les serviteurs du roi Frédéric Guillaume IV, dont Lepsius le scribe. Que le Dieu très haut accorde au roi et à son épouse une vie toujours nouvelle et longue sur la terre et une habitation bénie au ciel pour toute l'éternité. Peut-être Lepsius voulait-il duper les gens. Mais évidemment, toute personne capable de lire le texte comprend qu'il est question de l'expédition de Lepsius et du roi de Prusse. J'y vois là une sorte de plaisanterie. Mais il est temps pour Richard Lepsius de reprendre la route. Arrivé en Égypte depuis 4 mois, après tout, il n'a étudié que les sites des pyramides. Toutefois, avant de continuer son exploration, il prend le temps d'établir la liste de ce qu'il emportera avec lui en Prusse. Et quand il s'agit de se servir, le Prussien, attention, il peut être vorace. Alors, ça, oui, j'ai pris. Ça aussi.
Ça, pouf, non, pas terrible. Ça non plus, mais je prends quand même. Voilà. À Gizeh-Saqqara, il a même repéré 2 tombes. Et à la fin de son expédition, il compte revenir et les découper pour les emporter. Bah oui, le roi de Prusse attend des objets exceptionnels et Mehemet Ali lui a filé les clés. Alors pourquoi se priver, puisque c'est offert de bon cœur. Ouais, ça... Mais cet appétit féroce fait grincer quelques dents en Égypte. Et celle de Prise d'Aven crisse plus fort que d'autres. D'ailleurs, dans une lettre adressée à Jacques-Joseph Champollion, le frère aîné du déchiffreur des hiéroglyphes, il s'indigne. Dans cette Égypte déjà si appauvrie par les dévastateurs et les spéculateurs, une société savante est descendue comme une invasion de barbares pour emporter le peu qui reste des admirables monuments égyptiens. La société savante et barbare, évidemment, vous l'avez compris, c'est l'expédition de Richard Lepsius. Alors, au printemps 1843, reniant la plupart de ses principes, l'honnête Émile Prise d'Aven décide lui aussi de passer à table. Les dessins, l'approche respectueuse des sites, façon gourmet, c'est fini. Lui aussi va se goinfrer, et pas avec n'importe quoi. Il veut carrément dévorer une partie du temple de Karnak. Et puis, il sait que s'il ne le fait pas, Lepsius, lui, va se servir et finir le plat. Bref, Émile Prise d'Aven rejoint le clan des Voraces. Et la partie qu'il compte avaler se trouve dans l'Akhénou. Voici l'Akhénou. Il fut construit par le pharaon Thoutmôsis III vers 1400 avant notre ère. C'était une partie importante du temple de Karnak, car après Thoutmôsis, tous les rois ont été couronnés ici. Mais c'est aussi le site d'un texte capital pour l'histoire de l'Égypte antique, celui de la Chambre des ancêtres. Voici une réplique de la Chambre des ancêtres de Thoutmôsis III. L'original se trouve aujourd'hui au Louvre. Ce que nous voyons ici n'est donc qu'un aperçu. C'est vraiment remarquable. Vous voyez des représentations de Thoutmôsis III, puis celles de 61 rois assis et leurs noms inscrits au-dessus d'eux. Cela raconte l'histoire de l'Égypte. Thoutmôsis III décida de construire cette chambre pour célébrer les 1000 ans d'histoire qui l'avaient précédé. En haut, vous voyez les premiers rois, dont Snéfrou, qui régna vers moins 2400. Thoutmôsis III, lui, vécut autour de 1400 avant notre ère. Ici, il revient sur ces 1000 ans d'histoire et revendique une filiation directe avec les grands bâtisseurs de pyramides. La chambre des ancêtres a été dessinée et recopiée par les différentes expéditions savantes venues ici au temple de Karnak. Depuis, Richard Lepsius la veut, car cette chambre des ancêtres, cette chapelle, n'est pas juste un bout de temple. Si les premiers égyptologues lisent les noms des pharaons, ils ont besoin de savoir qui a régné avant qui pour reconstituer l'histoire du pays. Et parce qu'elle cite les rois égyptiens dans l'ordre de leur règne, la chambre des ancêtres est ce qu'on appelle une liste royale. Cette chapelle est donc pour ces chercheurs une source d'informations essentielle et elle est d'autant plus inestimable qu'elle est très rare. On ne connaissait alors que 2 autres listes royales. L'une, aujourd'hui appelée le canon de Turin, était un papyrus très abîmé, vendu au musée de Turin. L'autre, envoyé au British Museum, provenait du temple de Ramsès II à Abydos. Donc les Anglais et les Italiens possédaient des listes royales, mais la France et la Prusse, l'Allemagne actuelle, n'en avaient pas.
Alors, dès le début de son expédition, Lepsius prévoit de venir ici, à Lac-Menou, pour récupérer la liste royale afin de l'envoyer à Berlin. À peu de choses près, Émile Prisdaven a le même plan, sauf que lui, bien entendu, c'est en France qu'il veut envoyer la Chambre des ancêtres. Il est prêt à l'offrir à son pays, mais à 2 conditions. Qu'elle soit protégée et exposée dans un musée. Et pour le coup, lui, il n'a pas demandé d'autorisation de fouille à Mehemet Ali. Le pacha, de toute façon, aurait refusé, histoire de ne pas contrarier son pote de Prusse, Richard Lepsius. Mais, avant de prendre tous les risques, il écrit à Paris que si ses exigences ne sont pas acceptées, il renoncera à son projet. Attention, hein. Alors évidemment, les Français, alléchés par la proposition, s'empressent de dire oui. Tout est en place, Émile va envoyer du gros. Le 14 avril 1843, profitant du fait que Richard Lepsius fouille encore le nord du pays, Émile Prisdaven quitte le Caire pour se rendre à Luxor, au temple de Karnak, afin de s'emparer de la Chambre des ancêtres. Prisdaven arrive ici en pleine nuit, en toute illégalité, à l'heure où il n'y a personne, car les gens ont peur des génies, des esprits et de ce genre de choses. Et avec ses hommes, à la lueur des bougies, il découpe cette chambre en morceaux qu'il place dans des caisses en bois étiquetées « Spécimens d'histoire naturelle ». 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Voilà, le compte est bon. Après 18 nuits épuisantes, pour ne pas dire blanches, enfin, tout est prêt. Ne reste plus à Prisdaven qu'à charger sa précieuse cargaison, descendre le Nil et hop, direction Paris. Un fleuve à descendre, une mer à parcourir, un pays à traverser. Pensez bien, une formalité. Hélas, si le Français pense avoir été discret, eh bien, il se trompe. Alors que Prisdaven attend la nuit pour charger discrètement toutes ses caisses, des soldats demandent à inspecter sa tente. Salam alaikum. Alaikum salam. وين نطلع لا داك الصندوق وين نشوف شنو C'est rien, c'est rien. ضروري Non, c'est rien, c'est rien. Non, ça c'est rien. Vous pouvez pas rentrer. Non, vous pouvez pas rentrer là. Vous pouvez pas rentrer. Même pris la main dans le sac, le Français n'est pas homme à se laisser faire. Alors les soldats reculent, mais Pris, sa tente et son bateau sont placés sous surveillance. Émile Prisdaven est bloqué, voilà. Mais impossible de partir sans son inestimable chargement. Pas plus que de rester sans risquer de se retrouver nez à nez avec Richard Lepsius. Mais heureusement, il existe un remède miracle. L'argent. Ce miracle planétaire devenu sa malédiction. Mais bon, Émile philosophera plus tard, hein. Alors après un mois passé à discuter, à distribuer moult piastres, ses gardes, miraculeusement, oublient de le surveiller, lui, sa tente, son bateau, et ce, pendant une nuit entière. Pile poil le temps pour embarquer les 27 caisses de la Chambre des ancêtres. Pas vu, pas pris, il quitte la scène du crime. Fin juin 1843, Émile descend enfin le Nil vers le Caire et il peut souffler. Mais bon, le souffle sera court. Docteur Lepsius, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. On m'a beaucoup parlé de vous. Dankeschön, cher collègue. C'est un honneur de vous rencontrer également. À l'Égypte? À l'Égypte? À mi-chemin du Caire, l'invraisemblable se produit. On aurait bien une pâtisserie. Oui, volontiers. Émile et ses précieuses caisses se retrouvent nez à nez avec Richard Lepsius, venu lui étudier les tombes de la région. Comme c'était la coutume à l'époque, les deux hommes se disent bonjour, se congratulent, et Prisdaven invite Lepsius sur son bateau. Nous espérons rapporter en Prusse les éléments les plus incroyables de l'Égypte antique afin de construire un immense
musée sur l'histoire égyptienne. Très bien. Et il parle. Lepsius dit même à Prise d'Aven qu'il compte aller à Karnak prendre la chambre des ancêtres. Prise d'Aven l'écoute et répond « Oh, c'est très bien » et ne dit pas un mot sur ce qu'il vient de faire. C'était un honneur de vous recevoir. Bonne recherche. Bientôt, mon ami. À bientôt. Lepsius dit au revoir et reprend sa route sans se douter qu'il était assis sur les blocs qu'il voulait rapporter. Prise d'Aven arrive à Alexandrie quelques jours après cette rencontre improbable. Maintenant, il doit au plus vite faire sortir la chambre des ancêtres du pays, la piole la plus convoitée d'Égypte, je le rappelle. Et là, ça dérape. En effet, le nouveau consul de France en Égypte, dans un timing pour le moins hasardeux, a cru bon d'expliquer à Mehemet Ali qu'il était trop laxiste avec les Européens. Comprenez essentiellement avec Richard Lepsius, et qu'il ne protégeait donc pas assez son patrimoine. Le pacha, qu'on sait un brin chatouilleux, a moyennement apprécié cette leçon de français. Donc, quand Prise arrive tout sourire avec ses caisses marquées « spécimen d'histoire naturelle », les douaniers locaux font du zèle et exigent de tout inspecter. Évidemment, Mehemet Ali est furieux lorsque ses dévoués fonctionnaires lui dévoilent le contenu des caisses. Et aussitôt, c'est la crise, la situation s'enlise et s'éternise. Et il faudra plus d'une année d'âpres négociations pour que Prise d'Aven, désormais persona non grata en Égypte, puisse enfin prendre la mer avec sa précieuse cargaison. À l'automne 1844, Prise d'Aven fait donc enfin route vers la France. Il rejoint Paris au moment même où Richard Lepsius, lui, arrive au temple de Karnak pour remporter la chambre des ancêtres. Quand Lepsius est arrivé ici à Karnak et n'a vu que la base du mur et rien d'autre, il a dû être furieux. Bon, pour la liste royale, on a compris, ça, c'est raté. Et pourtant, malgré sa déception, Luxor enchante Lepsius. Tout ce qu'il y trouve lui procure une telle énergie qu'il se sent, dit-il, aussi frais qu'au début de son expédition. 2 ans plus tôt, quand même. Luxor, c'est l'étape maîtresse de son voyage. Il y a tant de choses à noter, à contempler, à répertorier, à emporter. Les temples magnifiques, les tombes aux couleurs éclatantes. Comme elle disait, d'ailleurs, il s'intéresse aux sépultures des notables et celle de Ména, un dignitaire important du Nouvel Empire, retient tout particulièrement son attention. Lorsque Lepsius visite cette tombe, la scène qui retient le plus son attention est celle-ci, car elle est unique. Les autres tombes présentent des scènes de la vie quotidienne, mais celle-là illustre une dimension religieuse. On y voit Ména entrer dans la salle du jugement d'Osiris. Osiris, dieu de la résurrection, doit décider si Ména a mérité d'accéder à la vie dans l'au-delà. Et le moment crucial se situe ici. On voit la pesée du cœur de Ména face à la déesse Mahat. La déesse Mahat incarne la vérité, la justice et la droiture morale. Si les deux ont le même poids, alors Ména peut être reçue par Osiris et accéder à la vie éternelle. C'est quelque chose d'extraordinaire pour Lepsius. Pour la première fois, il voit, représenté dans une tombe, l'accès d'un défunt à l'au-delà. À Berlin, Lepsius a traduit un long texte sacré qui parle de la vie après la mort. Cette représentation le touche donc particulièrement. L'une des plus belles scènes de la tombe de Ména, c'est celle-ci, où on le voit pêcher et chasser des oiseaux. À première vue, il s'agit juste de pêche et de chasse, mais c'est aussi une image codée qui parle de renaissance, de résurrection, de fertilité et de l'ordre face au chaos.
Lepsius est le premier égyptologue capable de décrypter le sens caché des dessins sublimes qui ornent cette tombe. Ici, Ména harponne ses poissons tilapia, symbole de renaissance et de résurrection. Parce que le tilapia couve les bébés dans sa bouche, l'ouvre et les fait sortir, les Égyptiens l'associaient à une naissance miraculeuse. Et ce qui est beau aussi, ce sont les lotus. Le lotus est le symbole par excellence de la renaissance et de la résurrection. Il sort des profondeurs de l'eau, s'ouvre à la lumière du soleil, puis se referme pour renaître le lendemain. Ici, Lepsius comprend donc la signification même du tombeau. C'est un lieu de régénération qui permet à Ména de vivre éternellement. L'étude de ces images, qui parlent de résurrection, de mener une vie juste et droite, passionne et bouleverse Lepsius, lui-même très croyant. Mais les mois passent et Richard Lepsius doit se rendre à l'évidence. Il ne pourra pas tout explorer. Il y a bien trop de choses à découvrir. Une vie n'y suffirait pas. Et on n'en a qu'une, même de l'autre côté du Rhin. Alors il repart pour Berlin, où son roi et son musée l'attendent. Auf Wiedersehen, Richard. Mais avant son grand départ, Richard Lepsius doit obtenir du pacha Votre Altesse. l'autorisation d'emporter ses trouvailles. Cette liste est le fruit de nos recherches et ce que nous souhaiterions rapporter pour le futur musée de Berlin, afin de montrer au monde votre patrimoine. En 3 ans, Lepsius a quand même accumulé 2000 dessins, un énorme butin de 15 000 antiquités, parmi lesquelles 2 tombes entières, mais aussi un obélisque, des colonnes, un sphinx, des bas-reliefs, des statues, meubles de jardin, transats, parasols, etc. Alors oui, Mehmet Ali était d'accord pour qu'il fasse ses courses, mais encore faut-il qu'il ne se ravise pas lorsqu'il va voir la taille du caddie, parce que là, on est carrément sur du vol à l'étalage, du pillage éhonté, franchement. Shukran, votre Altesse. Le royaume de Prusse vous remercie. En 1846, à son retour en Prusse, Richard Lepsius accumule les honneurs. Dans la foulée, le musée égyptologique de Berlin ouvre. Sa collection est wunderbar, exceptionnelle. Et 14 ans après son retour d'Égypte, Lepsius publie enfin un livre. Que dis-je, un. Comme il a pris du retard et a beaucoup de choses à raconter, il en sort 12 d'un coup. L'œuvre d'une vie, assurément. Titre de ces 12 volumes, Denkmäler aus Ägypten und Äthiopien. Bref, pour moi, un nom quasiment imprononçable, mais une œuvre contenu si précis qu'elle sert encore aujourd'hui de référence aux chercheurs. Mais si Richard Lepsius est reconnu aujourd'hui comme l'un des fondateurs de l'égyptologie, il a aussi contribué sans vergogne au pillage du pays. Heureusement, les temps changent et la fin des aventuriers mercenaires qui détruisent plus qu'ils ne préservent approche. Et c'est un Français, oui, un Français qui va véritablement incarner ce changement d'air. Son nom, charmant en plus, Auguste Mariette.